Alors, comme on l'avait dit précédemment, quand on parle de sécurité applicative, ça veut dire qu'on parle de sécurité au niveau des différentes applications qui se trouvent sur les différents systèmes informatiques. Le terme application est un terme péjoratif parce qu'on ne vise pas uniquement les applications légères ou bien les applications lourdes, mais on vise toute la couche applicative. Ça veut dire tout type d'application, qu'elle soit même intégrée à l'OS du système. Alors, quand on parlera de sécurité au niveau d'une application, ça veut dire qu'on parle de sécurité au niveau du code source, on parle de sécurité au niveau de la phase de programmation. Pourquoi est-ce qu'on parle de code source et de programmation? Ça, vous le verrez un peu par la suite. Parce que les erreurs, les vulnérabilités se trouveront au niveau de ces deux composantes lorsqu'on parlera de sécurité applicative. Lorsqu'on va vouloir exploiter ce type de vulnérabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit d'abord essayer de trouver des bugs, bien des vulnérabilités, ensuite pouvoir exploiter ces vulnérabilités. Parce qu'il ne suffit pas de trouver la vulnérabilité pour dire que c'est bon, elle est exploitable. Souvent, beaucoup de vulnérabilités existent et sont documentées, et dont l'exploitation est presque impossible. Donc notre objectif durant ce module, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut attaquer un logiciel et savoir comment trouver et exploiter les failles de ce logiciel. Bon, la partie, je pense qu'on l'a déjà vue lors de la première séance, donc c'est même pas la peine de s'attarder là-dessus. Alors, comme on l'a toujours dit l'année passée, le maillon faible de toute sécurité, ça reste l'être humain, ou bien ce qu'on appelle communément l'interface chaise-clavier. Pourquoi? Parce que ce maillon faible pourra intervenir dans différentes phases, que ce soit au niveau donc je disais, ce maillon faible va intervenir durant différentes phases, que ce soit durant la phase initiale qui est la phase de conception, durant la phase de développement, durant la phase d'exploitation, voire même durant la phase de configuration. Car les différentes vulnérabilités exploitées ou bien découvertes avaient différentes origines. Alors, les origines de ces vulnérabilités, ça aurait pu être des erreurs de conception à la base, donc lors de la conception d'une application, bien d'un logiciel. Ça peut être des erreurs de programmation, ça veut dire celui qui a fait la conception l'a fait correctement, mais celui qui a écrit le code, donc qui a fait le développement, l'a fait d'une manière bâclée ou bien n'a pas fait pris en considération les directives ou bien les recommandations en matière de sécurité ou bien il a mal fait sa programmation. Ça peut se faire aussi durant la phase de configuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application a été bien conçue. Le code est bien fait, mais celui qui va configurer le logiciel va le configurer mal. Donc, il va laisser apparaître certaines vulnérabilités. Ou bien, le dernier maillon faible qui peut être l'utilisateur qui, lui, tout simplement, va mal utiliser son application ou bien le système qu'il est en train de manipuler. Donc, alors, qui est-ce qui peut essayer de nous rappeler qu'est-ce qu'une faille de sécurité? Parce que là, nous, on s'intéresse beaucoup plus à la sécurité au niveau des logiciels. Donc, il serait intéressant pour nous de savoir c'est quoi déjà cette notion de faille de sécurité. Alors,
Mademoiselle, Monsieur Brahma, qu'est-ce qu'une faille de sécurité? Vous pouvez écrire quand vous pouvez parler. Alors, selon votre camarade, il vous dit une faille de sécurité est une vulnérabilité qui peut être exploitée par un attaquant. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, c'est une faiblesse dans le système, d'accord? Alors, une faille de sécurité, ça peut être considéré comme une faiblesse ou bien une vulnérabilité, comme l'a dit votre camarade. Même une vulnérabilité qui n'est pas exploitable aujourd'hui est considérée comme une faille de sécurité, parce que le fait de ne pas être exploité aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que soit vous n'avez pas affaire au bon attaquant, ou bien que les techniques permettant l'exploitation de cette vulnérabilité n'ont pas encore été découvertes. Et on considérera ceci toujours comme étant une faille de sécurité, mais dont le niveau de criticité sera beaucoup plus bas qu'une faille de sécurité qu'on sait facilement exploitable. Donc ce qu'on verra par la suite, c'est comment exploiter ces failles de sécurité et surtout comment les corriger. Alors, généralement, un logiciel, ça fonctionne comment? Vous avez un programmeur qui a une idée, ou bien un concepteur, appelez-le comme vous voulez. Ensuite, il y aura soit la même personne, soit quelqu'un d'autre qui va venir écrire un code source. Ensuite, il y aura des outils de chaînage, de compilation, etc., qui vont générer un exécutable. Ce logiciel ou bien cette partie software va être mise dans un ordinateur. Elle va avoir des données en input. Il va y avoir un processing pour avoir des résultats en output. Là, c'est un schéma très simplifié de comment est créé un logiciel ou un programme et comment se fera son exécution. Il faut savoir que généralement, quel que soit le logiciel ou bien le programme auquel vous avez affaire, il est censé, je dis bien censé, s'exécuter de manière conforme à sa spécification. Quand on parle de spécification, on parle de son code. Ça veut dire qu'un programme ne pourra jamais faire quelque chose qui n'est pas mis dans son code, dans un cas de fonctionnement normal. Ça veut dire que le programme, il est bête et discipliné. Il exécute tout ce que vous avez mis dans le code. Et malheureusement, il se peut qu'il y ait des fois où vous allez faire une erreur quelque part dans le code, mais cette erreur ne sera jamais exploitée peut-être jusqu'à une année après, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il va falloir une certaine donnée puisse suivre un certain chemin dans votre code, dans certaines conditions d'environnement, pour tomber sur l'erreur que vous avez commise et générer la catastrophe. C'est pour ça qu'on dit aussi que le comportement de votre programme dépendra des données que vous allez lui donner en entrée et surtout de son environnement. En fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, soit par écrit, soit de manière vocale. Comme on l'a dit tout à l'heure, les logiciels sont fragiles et leur fragilité est causée par les êtres humains. Tout simplement, soit au niveau de la conception, donc ce qu'on appelle des erreurs de conception, soit au niveau de l'implémentation, ce qu'on appelle des bugs d'implémentation. Et un bug, c'est tout simplement un défaut de conception du programme informatique qui est à l'origine même de son dysfonctionnement. Alors, qui peut nous rappeler c'est quoi une vulnérabilité? C'est quoi un risque, pardon, et c'est quoi l'exploitation ou bien un exploit?
Alors, apparemment, il va falloir vous appeler par votre nom. Mademoiselle Dria, ça fait longtemps. Alors, pour vous, c'est quoi une vulnérabilité? Bonjour. Bonjour. Pardon, vous avez dit, monsieur? Je vous disais, ça fait longtemps. Pour vous, c'est quoi une vulnérabilité? Oui, ce n'est pas une vulnérabilité, oui. Vous m'avez reconnu quand même. Je ne pensais pas que vous vous souviendrez après tout ce temps. Et généralement, je me rappelle de mes étudiants. Surtout qu'on s'est rencontrés après que vous ayez fini votre ingénieura à l'époque, mais vous ne m'avez pas reconnu. Ah bon? Oui, je vous le dirai un jour. Je vous dirai où une autre fois. Alors, D'accord. qu'est-ce qu'une vulnérabilité pour vous? Une vulnérabilité, ce serait pour moi une manière d'exploiter le code à des fins malicieuses. D'accord? Enfin, une faille Alors, qui permettrait cela, une faille. d'accord. Alors, selon M. Saoudi, une vulnérabilité, c'est une faille, tout simplement, ou bien une brèche qui peut induire à une intrusion sur un système informatique. Donc, une vulnérabilité, c'est tout simplement la présence d'un bug, d'un dysfonctionnement, ou bien d'une déviance dans le code, ou bien dans le fonctionnement de votre système, qui va permettre l'exploitation de cette vulnérabilité, ou bien qui peut causer une erreur ou un dysfonctionnement de votre système. Alors, il y a Aïti Hiatin qui pose la question suivante. À quel niveau de la vie du logiciel est-ce que les vulnérabilités sont plus probables d'exister? Alors, à vrai dire, les vulnérabilités peuvent être créées déjà avant d'exister dans les différentes phases du cycle de vie du logiciel. Comme on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent être créées lors de la conception. Vous faites une mauvaise conception, donc c'est une vulnérabilité qui sera vraiment persistante et très difficile à corriger. Pourquoi? Parce que c'est une erreur conceptuelle, ça veut dire que votre raisonnement même est faux. Ça, vous le verrez par la suite avec certains exemples de vulnérabilité d'applications commerciales qui sont vulnérables. Il peut exister lors de la phase de programmation. Ça veut dire tout simplement celui qui a fait la conception a bien conçu les choses, mais celui qui a programmé ne l'a pas fait. Je donnerai un exemple. Je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître dans cet exemple. Lors de la sanitarisation des variables, si, par exemple, le programmeur ne va pas procéder à la sanitarisation des variables, ben, ça veut dire que c'est la porte ouverte à toutes les injections au niveau de mon logiciel. Par la suite, la vulnérabilité peut être créée lors de la configuration de l'application, bien du logiciel. Imaginons tout simplement que vous êtes en train d'installer un outil de sécurité qui n'est autre qu'un pare-feu. Un pare-feu, c'est un logiciel aussi. Seulement, lors de la configuration, vous allez laisser des ports ouverts que vous ne devez pas laisser ouverts, ou bien vous allez laisser ce qu'on appelle le mode de remote administration, sans aucun contrôle de sécurité, et avec un mot de passe faible. Ça veut dire qu'un attaquant va venir, va faire un simple brute force, il va prendre le contrôle de votre pare-feu. Ce n'est pas que le pare-feu est mauvais sur le plan conceptuel, ce n'est pas qu'il a été mal programmé, c'est qu'il a été mal configuré. Parce que celui qui l'a configuré a autorisé la remote administration à partir de n'importe quelle zone. Il n'a pas dit, par exemple, qu'on ne peut pas l'administrer à distance de l'extérieur. Il n'a pas, donc, il n'a pris, disons, aucune mesure de sécurité. Il a mis un mot de passe faible, par exemple. Ça veut dire non seulement il est administrable de n'importe où, mais avec un mot de passe, bon, un mot de passe faible, c'est un mot de passe de 5 caractères.
On peut parler par la suite d'une vulnérabilité qui a été créée lors de l'utilisation. Lors de l'utilisation, par exemple, moi, je suis un utilisateur non averti. Je travaille sur un système logiciel X. Je suis en train de travailler dessus, je laisse mes sessions ouvertes. Pendant que je suis en train de travailler sur mon logiciel, entre parenthèses, vulnérable, je me connecte à des sites web douteux, je télécharge du contenu. Ça veut dire que n'importe qui va pouvoir m'injecter un payload et utiliser mon logiciel à mon insu et exploiter carrément mon logiciel. Donc tout ça, c'est la création de vulnérabilités. Maintenant, quand est-ce qu'elles vont être exploitées ou exister? Elles pourront être exploitées durant tout le cycle de vie de ce logiciel. Il suffit qu'il y ait la bonne personne capable de trouver ces vulnérabilités et de les exploiter. Alors, maintenant qu'on a défini c'est quoi une vulnérabilité, c'est quoi un risque? En matière de sécurité, hein, n'allez pas philosopher sur les probabilités et les risques dans l'absolu. Alors, mademoiselle Haïti Hayatan, pour vous, c'est quoi un risque? Effectivement. Alors, si on essaye de dire les choses autrement, un risque, c'est tout simplement la probabilité qu'une vulnérabilité puisse être exploitée correctement et aboutir à un résultat. C'est un calcul de probabilité que vous allez voir dans le module d'audit par la suite, enfin l'autre module qu'on fera ensemble. Donc c'est tout simplement la probabilité qu'une vulnérabilité puisse être exploitée correctement par un attaquant. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi l'exploitation ou bien l'exploit? Monsieur Ben Hamida. Pour vous, c'est quoi un exploit? Monsieur Ben Hamida, vous êtes toujours là? Ah, au fait, quand j'appelle quelqu'un et qu'il ne répond pas, je l'expulse de la réunion. Vous avez la possibilité de répondre par écrit, comme vous pouvez le faire de manière orale. Alors, M. Ben Hamida, pour vous, c'est quoi un exploit? Alors, la réponse, je ne sais pas, est toujours acceptable. Alors, comme le dit votre camarade, c'est tout simplement un exploit, c'est une portion de code ou bien un comportement, parce que ce n'est pas forcément un exploit technique, parce qu'on peut parler d'exploit en matière d'ingénierie sociale qui va permettre à un individu ou à un logiciel malveillant d'exploiter une vulnérabilité ou bien une faille de sécurité dans un système informatique. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'OWASP, l'Open Web Application Security Project? Normalement, pour des personnes qui font sécurité, vous êtes censé connaître ça. Ok, parfait. Alors, l'OWASP, eux ont fait leur propre définition du fait d'attaquer ou bien d'exploiter un logiciel. Alors pour eux, il y a un ensemble d'agents menaçants, ce qu'on appelle les threat agents. Alors,
les agents menaçants, c'est quoi? Ça peut être d'éventuels attaquants. Parmi tout un ensemble d'attaquants, il y aura forcément un qui pourra un jour utiliser un vecteur d'attaque. Les vecteurs d'attaque, il en existe plusieurs sur Internet, ou bien que vous allez pouvoir développer. Donc, vous allez pouvoir exploiter l'un de ces vecteurs d'attaque. Donc, vous allez essayer un premier, ça ne marchera pas, vous essayerez un deuxième, il pourra éventuellement marcher. Ce vecteur d'attaque va essayer de tester plusieurs vulnérabilités ou failles de sécurité. Il essaiera 1, il essaiera 2, 3, peut-être plus, jusqu'à arriver à l'un d'eux qui pourra éventuellement fonctionner. Ensuite, vous serez confronté à des contrôles de sécurité, donc à des contre-mesures qui ont été mis en place par le concepteur du système ciblé ou bien le concepteur du logiciel ciblé, ou bien par le owner du système lui-même qui a mis en place des mesures complémentaires de défense. Si vous arrivez à bypasser ces contrôles, vous allez pouvoir causer des impacts techniques, soit sur des fonctions du système, soit sur ce qu'on appelle les actifs du système. Alors, les actifs du système, ça peut être la data, ça peut être des process métiers, donc tout dépend de ce que vous êtes en train de cibler. Et évidemment, si votre cible est une entreprise, il va y avoir ce qu'on appelle un business impact. Donc, un impact sur le business de l'entreprise. Vous remarquerez, ça a été fait exprès, que ce n'est pas linéaire. Donc, je peux avoir un type d'attaque qui ciblera un autre type de vulnérabilité qui sera contré par un certain type de contrôle, etc. Alors, on va prendre quelques exemples. Alors, supposons que nous avons une application de gestion de stock. Donc, une application basique dans un magasin où j'ai les stocks entrants, les stocks sortants. Donc, vraiment tout ce qu'il y a de très ordinaire. Alors, cette application, on peut la déployer de différentes manières. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez les architectures 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, N tiers, etc. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà fait des bases de données? D'accord. Dans les bases de données, est-ce qu'on ne vous a pas parlé des architectures 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers? Eh ben, d'accord, je pas méchant. Alors, l'architecture 1, donc la première manière de déployer notre application, ça va être en utilisant ce qu'on appelle une architecture 1 tiers. Alors, une architecture 1 tiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une application locale qui est installée sur votre machine avec des données qui sont stockées dans une structure de données gérée par l'application elle-même. Ça veut dire le secret est dans la logique de l'algorithme. Quand on parle du secret, ça veut dire que l'application est protégée par un mot de passe, l'accès aux données est protégé par un mot de passe, et que ce mot de passe se trouve tout simplement au niveau du code de l'application. Ensuite, la deuxième façon d'implémenter les choses, c'est d'avoir affaire à une architecture de tiers. Une architecture de tiers, ça veut dire qu'on sépare notre application en deux parties. Il va y avoir la partie exécution, donc l'exécutable, il va y avoir la partie base de données.
Donc, c'est deux choses séparées. On aura une base de données et on aura une interface d'application, d'exécution. Sauf que dans notre schéma, l'application et la base de données se trouveront sur la même machine. Donc, imaginez sur votre machine, vous avez un MySQL qui est installé et vous avez une application qui est développée qui va stocker ces données dans votre MySQL. Et évidemment, le mot de passe, c'est toujours un secret logique qui est par voie algorithmique. La troisième architecture, ça va être une architecture 3 tiers. Donc, on va avoir un browser au niveau du client, donc un navigateur, à travers lequel il va se connecter à un serveur web. Donc, le secret sera mis au niveau du serveur web. Ça veut dire que le mot de passe n'est pas stocké chez le client, mais il est stocké sur le serveur web. Donc, c'est le serveur web qui va recevoir les requêtes du client, qui va faire le processing. Et en fonction des requêtes, c'est lui qui va décider est-ce que la requête est envoyée vers le serveur de base de données, donc un deuxième serveur, pour récupérer les données et les envoyer au client pour répondre à sa requête. Alors, est-ce que c'est clair? C'est quoi une architecture 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers? Une architecture 1 tiers, ça veut dire l'application et les données sont confondues dans le même lieu et dans la même structure logique. Donc, dans l'application, vous allez avoir vos données dedans. Une architecture 2 tiers, donc vous allez avoir une séparation entre l'applicatif et la data, parce que vous allez avoir une structure de données indépendante de l'application. Une architecture 3 tiers, donc vous allez séparer la couche présentation, donc le client, du serveur web qui est un middleware entre la data et le client. Et pour terminer, la data qui est dans un troisième conteneur qui est un serveur de base de données généralement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, non, peut-être. Alors, maintenant la question que je vous pose. Écoutez bien la question. D'un point de vue sécuritaire, donc je dis bien, d'un point de vue purement sécuritaire, quelle est la meilleure des 3 architectures? Faites appel à vos connaissances et surtout réfléchissez beaucoup. Réfléchissez avant de répondre. D'accord? Alors, pour ROX, c'est la première architecture. Alors, pourquoi la première? Selon vous, pourquoi est-ce que la première est la meilleure? Elle est en local. Est-ce que le fait d'être, même la deuxième, elle est en local aussi, hein? Alors, ma question est, est-ce que le fait d'être en local nous procure plus de sécurité? Est-ce que c'est un gage de sécurité? D'accord. Alors, pour votre camarade, le fait que le secret soit géré par l'application est un gage de sécurité. Alors, il y a Adria qui dit qu'il y a moins de secrets à gérer. Je vous dirais non, parce que là, le nombre de secrets est pratiquement le même. Ensuite, soit qui nous dit le serveur ressources, less server resources égale less risks. Pas vraiment. Le troisième condition, qu'il y a le chiffrement du trafic soit fort. Okay. Alors, à vrai dire, dans la diapo, la question que j'allais poser n'est pas celle que je vous ai posée. Quelque part, je vous ai un peu piégé parce que la question que j'allais poser est la suivante. Quel est le problème ou la vulnérabilité posée par les architectures 1 et 2? Alors, rappelez-vous un peu le titre de notre module. Sécurité applicative.
Je vous ai dit lors de la première séance, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'attaquer des applications, donc de craquer des applications. Qui dit craquer veut dire essayer de faire du reverse engineering. Le problème qui se pose, on va commencer par l'architecture 1 et 2. Une d'abord. Le fait de vous donner alors une application. Dès que vous démarrez l'application vous dit « Donnez-moi le mot de passe ». Sinon, je ne démarre pas. Comment vous allez procéder pour craquer l'application? Comment vous allez modifier l'authentification? Non, là, alors, je vous explique. Dans ce module, il ne s'agit pas de donner des titres. Ce n'est pas un module généraliste, c'est un module où on va rentrer dans les détails des choses. Donc, vous me dites, modifier l'authentification, donnez-moi en détail comment vous allez faire. Alors, risque de reverse engineering, d'accord. Vous me dites analyser les binaires. C'est pas aussi évident d'analyser un binaire, ça vous allez le voir par la suite. Alors, ce que dit aussi est beaucoup plus correct. Si j'ai l'application en local, je peux essayer de faire du reverse engineering. Je peux essayer de faire une analyse des binaires. Bien que ce n'est pas très évident, mais c'est faisable. On verra par la suite. Décompiler l'application, c'est fortement déconseillé. Ce n'est pas évident de décompiler des applications. Par contre, faire un reversing de l'application est beaucoup plus aisé. Donc, l'application, elle est en local, je peux lui faire du reverse. Je peux essayer de l'attaquer à mon aise. Je peux essayer d'analyser son comportement. Elle est chez moi. Je peux essayer de lui injecter des valeurs et voir comment elle réagit. Donc, c'est facilement faisable. Je peux modifier le code de l'application. Il est chez moi. Parce que les outils de reverse me permettront de modifier certaines valeurs du code de l'application. Par contre, si je suis dans l'architecture 3, j'ai quoi à mon niveau? J'ai uniquement un browser. Qui dit un browser veut dire quoi? J'ai un navigateur. Donc j'ai un code HTML. J'aurais beau essayer d'analyser mon code HTML. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des requêtes post and get. Il n'y aura pas de traitement qui va être fait au niveau de mes requêtes. Le traitement, il se fait au niveau du serveur web. Est-ce que j'ai la possibilité de faire un reversing du serveur web qui est loin, qui n'est pas chez moi? Alors, Yahya nous dit non, Harzali nous dit non, non. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec Yahya et Harzali? Alors, sachez que cette année, vous allez apprendre à faire un pseudo-reversing d'un serveur web distant. Par contre, ce que vous allez constater cette année, c'est que le fait de faire le reversing d'un serveur web distant n'est pas du tout évident. Et que si le serveur web est protégé, vous n'allez pas pouvoir le faire. Par contre, pour le faire pour une application locale, c'est très facile à faire. Il suffit d'installer un outil, de lui donner l'exécutable et d'avoir un minimum de skills et vous allez pouvoir carrément le faire. Ça veut dire que l'architecture 1 et l'architecture 2, vous allez pouvoir les craquer pratiquement peut-être en une demi-journée. Par contre, l'architecture 3, bon, là, je suis en train de comparer des applications, disons, de même calibre. Si l'application, elle est en local et que vous la craquez en une demi-journée, si elle est sur un serveur distant, je parle de la même application, et que vous ne l'avez pas en local, il va vous falloir une semaine pour le faire. Donc là, vous voyez comment est-ce que le niveau de complexité a augmenté. Donc, ce qu'on peut dire ici, le problème avec les architectures 1 et 2, c'est que le secret se trouve dans l'application, il se trouve chez l'utilisateur. Et vous allez remarquer par la suite que dans ce type d'application, le problème, il se trouve à quel niveau?
Il se trouve dans le fait que la personne qui a développé ce type d'application a peut-être écrit le mot de passe en clair au niveau du code source. Pourquoi? Parce que pour lui, le code source, il est protégé, il est compilé, il ne donnera pas son code source, il ne donne que le binaire, personne ne pourra accéder pour chercher le mot de passe. Peut-être que vous ne trouverez même pas un H à l'intérieur. Alors, est-ce que le problème se trouve dans l'architecture 3? Non, parce que tout simplement, le code exécutable n'est pas à disposition de l'utilisateur. En quoi est-ce un problème? Ça, on a répondu tout au long. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de reverse engineering et de rétro-ingénierie. Alors, qui est-ce qui peut me dire c'est quoi le reverse engineering? Bon, rétro-ingénierie en français, reverse engineering en anglais. Mademoiselle Larabi, est-ce que vous avez une idée? Ok. Mademoiselle Hirash, le reverse engineering, est-ce que ça vous inspire quelque chose? Alors, il y a votre camarade qui nous dit comprendre le fonctionnement d'une application. Mais le fonctionnement d'une application, je peux le comprendre sans avoir besoin de lire son code. Alors, il faut savoir ce qu'on vous dit généralement, c'est que le reverse engineering, c'est tout simplement l'étude et l'analyse d'un système pour essayer de déduire son fonctionnement interne, pas le fonctionnement global de l'application, pas le fonctionnement de manière générale, mais le fonctionnement interne. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le fonctionnement et le fonctionnement interne. Quand je vous dis par exemple le fonctionnement, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon application, je lui donne par exemple, qu'est-ce qu'on va imaginer? Oui, je lui donne des chiffres en entrée et va me donner un bilan comptable en sortie. Voilà, pour moi, c'est un fonctionnement. Par contre, le fonctionnement interne, ça veut dire quoi? Quelles sont les fonctions système invoquées? Comment est-ce que se fait la transformation? Comment se fait ceci? Comment se fait cela? Il faut savoir que le reverse engineering, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'informatique. Vous allez découvrir qu'il y a du reverse engineering dans tous les domaines de l'industrie. Et le reverse engineering, c'est ce qu'on appelle de l'espionnage industriel. Il faut savoir que les Chinois ont toujours fait du reverse engineering. Ils vont acheter un téléphone aux États-Unis, ils vont l'emmener en Chine, ils vont le démonter pièce par pièce, analyser chaque composant et fabriquer le même. C'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Ils vont acheter une voiture, ils vont en faire de même. Ils vont acheter un avion, ils vont en faire de même. C'est le fait de décortiquer un objet ou un système pour comprendre comment il a été assemblé, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait exactement pour pouvoir le maîtriser et soit fabriquer le même, soit essayer de détourner son fonctionnement. Dans notre domaine qui est l'informatique, le fait de faire du reverse veut dire tout simplement qu'on va utiliser des outils d'analyse comme les outils de désassemblage ou bien des décompilateurs dans le cadre de ce qu'on appelle une analyse à boîte blanche. Il y a aussi d'autres outils qui vont vous permettre d'analyser les entrées et sorties d'un programme, tout simplement en sniffant un réseau. Ça veut dire j'ai un serveur, je veux savoir comment il fonctionne, je vais sniffer tout ce qui rentre, tout ce qui sort de ce serveur. Ça me permettra, suite à une analyse laborieuse, de comprendre comment il fonctionne en étudiant le changement des paquets, les modifications qui ont été opérées sur chaque paquet, etc. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est soit pour comprendre le fonctionnement d'un logiciel,
soit pour essayer d'améliorer sa sécurité, donc essayer de trouver des failles, d'étudier des malwares, etc., soit pour nous permettre de contourner les protections des logiciels, les numéros de licence et tout. Par exemple, tous les logiciels pirates que vous achetez ou bien que vous utilisez, c'est des logiciels pour lesquels on a fait du reversing. On a fait du crack de logiciels. Un autre exemple, tous les cracks de logiciels que vous téléchargez. Les gens, comment est-ce qu'ils les ont développés? Ils les ont développés après avoir fait un reverse du système ciblé, après avoir compris comment il fonctionne. Par la suite, ils ont développé un crack qu'ils vous ont mis à votre disposition, qui lui va modifier les mécanismes de protection de ce système pour que vous puissiez l'utiliser gratuitement. Ou bien, on le fait pour reproduire le comportement d'un logiciel en essayant, si vous voulez, d'outrepasser les droits d'auteur, les droits de propriété, disons, l'arsenal juridique qui protège et des techniques qui va protéger ce logiciel. Alors, l'un des outils que vous serez amené à utiliser, il y a des langages. Alors, sachez qu'on ne parle pas de désassemblage ou bien de reverse engineering sans parler d'assembleur. Dites-moi, est-ce que vous maîtrisez l'assembleur? Alors, je commencerai par Hamadash, l'assembleur. C'est bon pour vous? Alors, les bases, d'accord? C'est déjà pas mal de savoir faire A plus B. Alors, il faut savoir que généralement, on va travailler avec deux choses. On va travailler avec l'opcode, on va travailler avec l'assembleur. Alors, les applications de plus bas niveau au niveau de votre machine, que ce soit le BIOS, le firmware, le système d'exploitation, les applications MS-DOS sont toutes écrites en assembleur. Ça veut dire, même si vous allez développer des applications de haut niveau, ces applications vont utiliser des routines de votre système d'exploitation qui, lui, est déjà en assembleur. Donc, il est vraiment nécessaire pour vous de connaître l'architecture de la plateforme matérielle que vous ciblez. Et vous devez connaître aussi les instructions du processeur sur lequel vous allez faire votre reversing. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que quand on parle d'assembleur, l'assembleur que vous allez utiliser sur un processeur ARM, ou bien l'assembleur que vous allez utiliser sur votre laptop, ou bien l'assembleur que vous allez utiliser sur une machine industrielle, n'est pas du tout le même. Ce n'est pas les mêmes instructions processeurs qu'on va utiliser. L'assembleur sur une architecture 32 bits et l'assembleur sur une architecture 64 bits, ce n'est pas la même chose. La taille des registres va changer, le nombre de registres va changer. Donc, il y a beaucoup de différences entre les deux. Alors, le bytecode, pardon. Alors, il faut savoir que pour contourner cette problématique liée à l'environnement, certains développeurs ne vont pas livrer des applications qui sont développées pour un processeur donné, mais ils vont tout simplement essayer de travailler sur des environnements de développement qui vont être compilés dans un langage intermédiaire de haut niveau, qui est appelé un bytecode ou bien un opcode. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement un environnement d'exécution qu'on verra par la suite quand on commencera notre TP, qu'on va trouver sur des plateformes matérielles sur lesquelles on va utiliser ce langage intermédiaire. Donc, il y a plusieurs environnements qui existent. On peut parler de VB6, Pcode, ou bien Python carrément. Python, pas les fichiers que vous utilisez, mais les fichiers opcode générés. Ils ont une extension PYC ou bien PYO.
Alors, on va essayer de voir rapidement de vous rafraîchir un peu la mémoire en matière d'assembleur. Alors, l'assembleur, c'est déjà un langage binaire, donc il n'y a que des 0 et des 1. L'octet, c'est composé de 8 bits. Un mot, c'est un double octet. Nous avons affaire à des registres processeurs. Donc, les registres, c'est EAX, EBX, ECX et EDX. C'est des registres de 32 bits sur une architecture 32. Chaque registre est composé de 2 sous-registres. Alors, par exemple, AX, BX, CX et DX pour les 16 bits de poids faible, qui va contenir des registres aussi, par exemple, AH, BH, CH et DH pour les 8 bits de poids fort. Et on va avoir AL, BL, CL et DL pour les 8 bits de poids faible. Les registres EAX, EBX, ECX et EDX sont disponibles en mode protégé. Bon, là, je vais aller vite parce que je pense que c'est des notions que vous connaissez déjà et que vous allez pouvoir revoir par la suite. Bon, les instructions de base, par exemple, move EAX 100, etc., move AX. Vous remarquerez que la valeur de droite a une taille qui varie en fonction tout simplement de la taille du registre à laquelle on affecte. Soit c'est un registre de 8, 16 ou bien 32 bits. Alors, quand on fait un move, ça veut dire qu'on veut déplacer la valeur de droite vers le registre de gauche. Alors, pour les premiers TP, on fera du 80-86. Ensuite, on basculera vers des architectures 64 bits. Enfin, ce ne sera pas du 80-86 qu'on fera, mais on travaillera sur des architectures 32 bits. Parce que nous, on ne va pas faire de l'assembleur. Là, les notions de base, je vous les donne uniquement pour que vous vous rappeliez des commandes les plus communes qu'on va utiliser. Nous, ce qu'on va faire, c'est travailler carrément sur des applications existantes. D'accord? Donc, alors, pour le programme, ce qu'on va faire... Attendez, je vous ai préparé quelque chose. Attendez, je vois s'il est toujours là. Alors, nous, ce qu'on va faire, donc bon, l'introduction, on l'a déjà fait, on est en train de la faire avec les notions d'assembleur. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est injection SQL. Donc, vous allez avoir un cours sur les injections SQL. Bon, quand je dis un cours, ça ne veut pas dire une seule séance. Ensuite, on va voir tout ce qui est le buffer overflow. Ensuite, on va utiliser le CEH11 pour la partie hacking, donc pour voir un peu comment est-ce qu'on pourra pirater des serveurs distants et tout en utilisant le buffer overflow et l'injection SQL. Ensuite, on passera à la partie forensics et si on a le temps, il y a une autre partie qu'on va essayer de faire. Bon, à vrai dire, tout dépend du temps et ça m'étonnerait que vous puissiez le faire cette année, mais bon, on en discutera après. Par contre, quand on parle de buffer overflow et à ce niveau-là, on va commencer par des architectures 32 bits qui sont assez faciles pour vous. Et si par la suite, vous arrivez à assimiler ça assez rapidement, on pourra basculer vers des architectures 64 bits. Donc, à vrai dire, c'est beaucoup plus une question de temps qu'autre chose. On essaiera de voir les buffer overflow sur deux plateformes, donc à savoir sur la plateforme Windows et la plateforme Linux. Alors, il faut savoir que l'hexadécimal qu'on va utiliser sera en base 16, donc 0 à 9 de A à F. Le passage du binaire, on peut passer du binaire à l'hexadécimal et inversement. On a des registres de travail, nous avons d'autres registres qui sont utilisés principalement pour des instructions d'adressage. Nous avons aussi les registres de piles qui sont très importants. Il faut savoir qu'en mémoire, tout est empilé et dépilé. Donc, nous avons le plus important pour nous, ça va être ESP qui pointera vers le sommet de la pile, EBP qui permet de travailler à l'intérieur de la pile sans modifier la valeur d'ESP,
Et nous avons EIP qui va nous indiquer toujours la prochaine instruction à exécuter. Alors, généralement, un programme assembleur, comment est-ce qu'il est fait? Donc, vous avez l'include avec le nom du programme, vous avez un segment de data, un segment BAS pour les données que vous n'allez pas initier, un segment texte. Ensuite, vous allez avoir le corps de votre programme qui commencera toujours par un putsch. Ensuite, à la fin, il y aura le code. Ensuite, le pop, tout simplement pour la restauration de contexte. EAX est toujours initialisé à 0. Ensuite, le RET pour pouvoir revenir vers le contexte principal. Alors, il y a des opérations de comparaison qui sont très importantes lorsqu'on fait du testing d'application ou du logiciel. Ça, vous allez le voir par la suite, qu'on fera énormément de comparaisons. Donc, les comparaisons, ça veut dire quoi? Quand on compare une opérande 2 à une opérande 1, le résultat de l'opération n'est pas stocké. Il y a uniquement un registre flag qui est positionné. Par exemple, si opérande 1 égale opérande 2, nous avons le 0 flag, donc le bit ZF de notre flag qui va être positionné à 1. Il faut savoir que vous allez avoir plusieurs flags. Vous avez le 0 flag, l'overflow flag, le carry flag et le sign flag. Donc, ces différents drapeaux, chacun a une signification définie. Donc, on a encore d'autres flags. Donc là, vous allez les trouver sur la planche. Alors, les diapos, vous allez les avoir sur le site web. Donc, vous allez pouvoir les télécharger demain matin, ainsi que la vidéo. Si je vous mets toutes ces données, c'est que vous allez en avoir besoin plus tard dans le cours. C'est pour ça que je vous les mets. Donc, le if EAX égale 0, par exemple, on assemble, si EAX égale 0, EBX, on va le mettre à 1, sinon EBX, on va le mettre à 2. Donc là, en assembleur, comment est-ce qu'on va faire? On va comparer, faire un CMP EAX avec 0. JZ, boucle, ça veut dire quoi? On va sauter si le bit ZF égale à 1. Ensuite, automatiquement, on va basculer vers le else, parce que là, si ce n'est pas égal à 1, donc il va pas sauter, donc on va mettre EBX à 2. Ensuite, il va y avoir un jump, donc c'est un saut non conditionnel pour qu'il aille jusqu'à la fin. Si la condition du compare est vérifiée, il va mettre EBX égale à 0. Le jump qu'on a mis ici, c'est pour éviter de faire les deux opérations. Si on met EBX à 2, on ne va pas mettre juste après EBX à 1. Ça n'a aucun sens, donc on va sauter jusqu'à la fin de notre programme. Alors, les piles en assembleur, c'est des structures de données qui sont en last in, first out, dans lesquelles on pourra empiler et dépiler des données. Le sommet de pile est toujours vers le bas. Il est indiqué par le registre ESP. Et les instructions principales qu'on utilisera, c'est le putsch et le pop. S'il vous plaît, vous avez déjà fait de l'assembleur. Là, je vous donne uniquement des petits rappels. Essayez de revoir vos cours assembleur. Pas pour ce TP de cette semaine, parce qu'on ne le fera pas. Mais je pense que dans 2 semaines, on commencera à faire du reversing proprement dit. Et si on va faire du reversing, ça veut dire que vous devez maîtriser parfaitement ces notions d'assembleur. Donc, le but ici, c'est d'attirer votre attention sur les notions que vous devez connaître, pas de vous les apprendre. Parce que là, vous remarquerez que c'est vraiment des mini-définitions que je donne. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je peux y répondre. Sinon, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok, parfait. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. On se verra durant le TP du mercredi. Alors, pour le TP, je discuterai avec vous dans le groupe tout à l'heure pour voir... bon, je contacterai d'abord M. Gogomi pour voir comment on va vous regrouper. Et dès qu'on sera arrivé à un compromis pour le regroupement, je vous informerai comment... Comme ça, vous n'allez pas venir pour rien pendant 4 heures le mercredi.